Bonjour à toutes et à tous, adhérents membres du réseau Synertiel. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle édition des webinaires Ciel. Je vais avoir le plaisir pendant près d'une heure de vous accompagner autour d'une nouvelle problématique qui est finalement comment devenir incontournable sur le web et par la même occasion booster son chiffre d'affaires. Pour répondre à cette problématique, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui deux experts, donc Yann et Robin, que je vais du coup laisser se présenter. Salut Vivien, merci beaucoup. Salut Yann, enchanté d'être avec vous tous aujourd'hui. Salut tout le monde. Robin, je te laisse te présenter d'abord. Allez, c'est parti. Écoutez, je suis ravi d'être avec vous. Moi, c'est Robin, je suis directeur marketing d'Hello Travaux. Chez Hello Travaux, on aide plus de 2000 entreprises du bâtiment, tout corps d'État, sur toute la France, à développer leur activité et notamment grâce aux outils digitaux et sur le web. Mon objectif aujourd'hui, c'est de vous aider tout simplement à prioriser vos efforts pour que vous puissiez, vous aussi, développer votre activité sur le web. Et donc moi, je suis Yann Gillet, je suis directeur de clientèle chez Humans, qui est une filiale de MV Group. Et chez Humans, on accompagne plusieurs centaines de pros de l'habitat et d'autres clients à développer leur business via le digital. Et donc c'est effectivement ce qu'on va essayer de vous montrer aujourd'hui. Merci à tous les deux. On va passer un rapide coup d'œil sur le sommaire et ce qui nous attend aujourd'hui. On va débuter par le témoignage d'un de nos adhérents qui va nous dire un peu de quelle manière il fonctionne et surtout les résultats qu'il a pu en retirer. On aura une deuxième partie un petit peu plus ludique où là, Yann va être aux manettes d'un petit questionnaire. Donc là, on vous demandera d'être vraiment à fond derrière vos claviers. On a une petite rubrique en bas de votre écran, une section questions-réponses qui vous permettra de nous donner vos réponses et également de poser vos questions tout au long de ce webinaire. On va faire en sorte d'y répondre au fil de l'eau. Et pour le reste, s'il restait des questions auxquelles on n'avait pas pu répondre par souci de temps, on prendra le temps vraiment en fin de présentation, en 5-10 minutes, de les reprendre et de pouvoir vous répondre. Et puis la dernière partie, on évoquera donc avec vous les 5 outils à activer en priorité. On va commencer du coup par la première partie, donc le témoignage d'un de nos adhérents. Donc j'ai le plaisir de vous présenter donc Laurent Ambel, dirigeant chez les Couvreurs Occitans. Donc bonjour Laurent et merci beaucoup de ta présence aujourd'hui. J'aimerais que tu puisses nous dire là peut-être en quelques mots quelles actions vous avez pu mettre en œuvre chez vous au niveau du digital et surtout les résultats que vous avez pu en retirer. Alors, bonjour à tous et merci pour l'invitation. Alors, qu'est-ce qu'on a mis en place au niveau du digital? Alors, il faut savoir déjà que le digital, aujourd'hui, c'est vaste dans une entreprise parce qu'il y a, quand on parle de digital, on parle d'Internet et on parle aussi de la façon de s'organiser en interne avec l'outil informatique, tout simplement, et l'outil numérique. Donc, c'est deux choses qui sont différentes, mais aujourd'hui, on a des outils qui lient tout ça. Alors, en ce qui concerne tout d'abord ma stratégie sur Internet, elle est née en 2014. Enfin, moi, j'ai créé mon entreprise en 2011 en auto-entrepreneur et 2012, je suis passé en société. En 2014, j'ai décidé vraiment de me spécialiser dans la charpente couverture et j'ai créé une marque donc, qui s'appelle Les Couvreurs Occitans. Et du coup, ça me faisait dire adieu à 80% de mes clients et de mon chiffre d'affaires. Il fallait absolument que je trouve une solution pour récupérer de nouveaux clients. Je savais qu'avec mon relationnel et le bouche à oreille, ça ne suffirait pas. Donc, je me suis intéressé à Internet et j'ai commencé à bricoler par moi-même en me faisant un site avec des systèmes un petit peu tout prêts à l'emploi. Donc, ce n'était pas génial, mais j'ai obtenu assez rapidement quelques résultats. Et là, j'ai dit, bon, il faut vraiment que je développe ça. Donc, je vais me faire aider. J'ai fait appel à des professionnels. J'ai investi, j'ai appris, parce que j'ai dû me former, pas forcément à faire un site Internet, parce qu'il ne faut pas se former à ça, mais à comprendre ce que c'est qu'un site Internet, ce que c'est que du référencement naturel, ce que c'est que du référencement payant. Voilà, il y a un petit peu un tronc commun à apprendre. Donc, je me suis en fait formé à tout ça. On a développé un site. Aujourd'hui, grâce à ça, les Couvreurs Occitans sont passés en gros à l'époque peut-être 500 000 euros de chiffre d'affaires à 5 millions. Donc, on a fait x10 en 5 ans. Et d'ailleurs, je pensais que
que ça allait se calmer. Alors bon, je touche du bois, mais ça ne semble pas vouloir se calmer parce que ce qui s'est passé, c'est que pendant 5 ans de présence sur le web, on a accumulé énormément d'avis clients et aujourd'hui, on est l'entreprise qui a le plus d'avis clients sur Internet en couverture. Et alors là, c'est incroyable parce que du coup, on se retrouve avec encore plus d'appels qu'avant, enfin, grâce à ces avis clients. Donc là où je pensais qu'on aurait un plafond, je pensais que là, en fait, au bout de 5 ans, c'est-à-dire 2020-2021, j'ai dit ça va se stabiliser, on va arrêter notre croissance incroyable et ça ne semble pas vouloir s'arrêter. Donc tant mieux, après tout, tant mieux, mais c'est vrai que c'est assez incroyable. Alors il y a effectivement, je l'ai dit, la stratégie Internet du site Internet et des avis clients, mais il y a aujourd'hui, il faut s'intéresser également également à la partie réseaux sociaux. Nous, on a développé également une chaîne YouTube avec des vidéos. Juste pour info, j'ai fait une petite vidéo sur YouTube en 2014 où cette vidéo, elle était pédagogique. Elle avait juste pour objectif d'expliquer à mes clients comment on isole la toiture par l'extérieur. Franchement, elle est pas très belle niveau qualité, mais ce n'était pas le but. Le but, c'était que ce soit clair pour mes clients. Donc, c'est vraiment ce qu'on appelle homemade aujourd'hui. Cette vidéo, je crois qu'elle a été vue 180 000 fois. Elle est toujours vue à peu près 3 000 fois par mois. Et elle m'a rapporté, alors je n'arrive même plus à chiffrer aujourd'hui, mais à elle toute seule, entre 2 et 3 millions d'euros de chiffre d'affaires sur l'isolation de la toiture par l'extérieur. C'est carrément incroyable. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, pour moi, les entreprises qui se demandent s'il faut devenir numérique ou non, qui se demandent il y a un moment donné, il faut tout arrêter. Le numérique, ce n'est pas est-ce qu'il faut être numérique. Le monde d'aujourd'hui est numérique. Ce n'est pas de se dire c'est moderne d'être numérique. Non, c'est juste d'être en 2021 que de s'intéresser au numérique, que de se poser la question du numérique. Et c'est notre responsabilité aujourd'hui de chef d'entreprise que d'être présent sur Internet. Qui est-ce qui irait manger demain au resto sans consulter les avis clients? Plus personne ne fait ça. Donc, ça sera pareil pour les artisans de demain. Donc, je pense que le numérique n'est plus une option aujourd'hui. Ce n'est plus le monde numérique, c'est simplement le monde d'aujourd'hui. Voilà comment est-ce que je vois le numérique et voilà ce que ça a apporté dans mon entreprise. Super, merci Laurent pour ton Avec témoignage. plaisir. Du coup, l'idée là, c'est qu'on va essayer de vous présenter du coup comment vous inspirer de l'histoire de Laurent et de faire pareil. Et pour ça, l'idée c'est toujours de repartir du consommateur. Laurent l'a dit, le monde est digital maintenant, et donc c'est jamais une mauvaise idée en marketing de repartir du consommateur. Et donc là, on vous a préparé quelques quiz, quelques questions pour voir si vous connaissez bien les consommateurs. N'hésitez pas à donner les réponses dans le petit chat. Mais voilà, l'idée, c'est que vous réfléchissiez à la question. Première question, à votre avis, combien d'expériences en ligne commencent par un moteur de recherche? Est-ce que c'est 16%, 58% ou 93%? Donc allez-y, hein, n'hésitez pas, hein, il y a une rubrique dédiée, encore une fois, juste en bas de votre écran, la rubrique questions-réponses. Donc n'hésitez pas dans cette rubrique à nous adresser vos réponses. Ok, on a du 93, du 58, tendance à 93 pour le moment. Ok. 93, beaucoup de 93. Yann, Allez, la réponse? on va donner du coup la réponse. Effectivement, c'est 93%. Et il suffit juste que vous regardiez un petit peu vous, votre comportement pour voir comment vous faites des recherches aussi sur quand vous cherchez un prestataire ou un fournisseur. Clairement, les moteurs de recherche, Google en l'occurrence, hein, c'est par là que tout commence. Donc, c'est là que ça commence, mais du coup, ils vont voir quoi sur ces moteurs de recherche? Et ben justement, donc d'abord il commence, et moi-même en tant que particulier, c'est là que je commence à initier mes recherches au sujet d'une problématique à laquelle je suis confronté. Et ensuite, je vais également me renseigner au niveau des professionnels que j'aurais trouvé au préalable. Et donc il y a une petite question à ce niveau-là, et je rebondis aussi sur le témoignage de Laurent, qui témoignait donc sur l'importance qu'avaient à ses yeux les avis. Mais véritablement aujourd'hui, combien de consommateurs se disent influencés par les avis qu'ils trouvent sur Internet lors de leur acte d'achat? Allez, même chose à vos claviers. On attend vos réponses. On a beaucoup de 88 pour le moment.
Du Ils sont en fait 37 dans l'audience, également. les experts. Allez, Allez, Robin on pour donne la la réponse. réponse. 88%, et oui, donc c'est à peu près 9 personnes sur 10 qui avouent être influencées par les avis qu'ils trouvent sur Internet, malgré tout ce qu'on peut se dire nous-mêmes pour se rassurer, du type ouais, les avis, c'est des faux avis, ce sont des concurrents qui mettent de faux avis, etc. Bah ouais, mais bon, in fine, les gens, et moi le premier, et vous les premiers, on fait confiance aux avis qu'on trouve sur Internet. Ouais, et puis comme l'a dit Laurent, maintenant on n'imagine plus aller dans un restaurant sans consulter les avis. Et c'est pareil sur Amazon, on consulte les avis avant d'acheter. On prend le taxi, on consulte les avis. Enfin, voilà, c'est vraiment une tendance de fond. Et du coup, une autre question sur le digital. À votre avis, combien de secondes un internaute met en moyenne avant de se décider s'il reste ou s'il quitte un site? Est-ce que c'est 1 seconde, 3 secondes ou 7 secondes? On a du 3 pour le moment, du 3 secondes. Qui dit mieux? Bon, le 3 l'emporte haut la main. Je pense qu'on est même Allez, plus de 3 secondes. on a un public d'experts aujourd'hui. Effectivement, c'est 3 secondes. Moi, j'ai l'habitude de dire qu'on est tous des sales gosses sur Internet et que dès qu'il y a quelque chose qui ne se passe pas comme on veut, le site rame un peu, il s'affiche mal, on s'en va et puis on va sur le site du concurrent. Et je me suis toujours demandé pourquoi c'était 3 secondes, ce chiffre-là. Et j'ai trouvé il y a quelques années la réponse dans une étude psychosociaux où en fait 3 secondes, c'est le temps qu'on met à se rendre compte qu'on attend. Donc au bout de 3 secondes, on se rend compte qu'on attend et on se dit mince, je suis en train d'attendre là, et puis ça nous énerve. Donc c'est ça qu'on veut éviter. Euh, On donc va du maintenant coup, passer à la première partie du coup finalement de cette présentation. Pour être incontournable, il faut d'abord occuper la première page de Google. Et pour ça, on va essayer de vous donner quelques clés qui vous permettront finalement d'y arriver. c'est ça. Et il y a une petite blague. Alors c'est pas une blague de chantier, mais c'est une blague d'agence digitale où on dit que si on devait cacher un corps, par exemple, il faudrait la cacher en page 2 de Google parce que c'est là que c'est bien caché. Donc l'idée, c'est vraiment d'arriver en première page. Pas toujours drôle l'humour d'agence digitale, mais du coup, comment faire? Donc là, l'idée pour occuper la première page de Google, il y a plusieurs emplacements et plusieurs choses qu'on va pouvoir travailler pour venir occuper le maximum de place sur cette première page de Google. Avec du coup plusieurs enjeux. C'est on vous l'a fait comprendre là, c'est que c'est là que vos futurs prospects vont chercher. Et puis le deuxième enjeu, c'est plus vous occuperez de place, moins il y aura de place pour vos concurrents. Et donc c'est toujours ça de prix. Donc le premier emplacement, c'est ce qu'on appelle le référencement payant. Donc c'est ce que vous voyez ici avec le petit annonce. Donc ça, c'est de la publicité. Donc on achète cet emplacement-là. On peut appeler ça aussi le SEA. Donc c'est le terme anglo-saxon. Le Il n'y a pas que ça. Vas-y, Robin. Le second élément du coup qu'on voit sur la partie droite de votre écran, et si vous êtes sur un smartphone, ça occupe carrément l'intégralité de votre écran, c'est ce qu'on appelle le référencement local, que certains d'entre vous connaissent sous l'acronyme de GMB, Google My Business. Donc ça consiste tout simplement à optimiser votre trouvabilité sur votre zone d'activité, sur votre métier spécifiquement. Et le troisième type de référencement, c'est le référencement naturel. Où là, ce sont les pages qui arrivent sous les annonces publicitaires. Et là où c'est l'algorithme de Google qui décide si vous êtes pertinent pour être affiché ici. Et donc tout le travail du référencement naturel, ça va être de démontrer à Google que effectivement on est pertinent sur le mot-clé qui est tapé par l'internaute pour qu'il nous affiche en premier. Voilà, donc c'est les 3 types de référencement qu'on va du coup vous détailler après. Et finalement, je peux vous parler aussi, nous, de notre site internet, donc le synertiel.fr, qui a vu le jour donc l'année dernière. C'est vrai que là, finalement, on peut avoir le plus beau site du monde, entre guillemets, c'est finalement qu'une partie du travail
On peut s'arrêter là, mais on n'aura pas de visiteurs ou pas de trafic sur ce site. Donc, le but derrière, c'est vraiment de pouvoir mettre en place ces différentes actions de référencement pour faire en sorte que notre site, justement, remonte dans les résultats de recherche. Là, on a beaucoup parlé du coup de la première page Google. On pourrait utiliser une image finalement d'une rue passante. Allez, je vais prendre les Champs-Élysées. Première page Google, Champs-Élysées finalement. Beaucoup de trafic, des belles boutiques bien visibles. Et forcément, ça va donner envie aux gens d'y aller. Alors que si vous êtes dans des rues un peu plus transverses, on va dire, un petit peu plus cachées sur les pages secondaires de Google, forcément, moins de visites, un peu moins de visibilité et donc moins de business potentiellement derrière. C'est ça, exactement. Et du coup, on va pouvoir voir la façon la plus rapide d'y arriver sur cette rue passante, sur les Champs-Élysées. C'est via le référencement payant, parce que la visibilité, elle est immédiate. On décide d'acheter les mots-clés et on est affiché tout de suite. L'autre point important, c'est qu'on touche que les intentionnistes. Donc, c'est ce qu'on appelle les intentionnistes, c'est vos prospects les plus chauds. Ce sont ceux qui nous ont montré par les recherches qu'ils ont fait sur le moteur de recherche qu'ils ont un projet, qu'ils ont besoin d'un pro pour les aider. Et en plus, on va pouvoir géolocaliser ça dans votre zone de chalandise. Donc ça, c'est vraiment super intéressant pour vous. C'est-à-dire que si vous êtes si vous travaillez en Occitanie, par exemple, et que dans Occitanie, vous n'allez pas avoir de contact de Strasbourgeois, par exemple, ou de Lillois qui viendraient du coup manger votre budget publicitaire. Justement, ce budget publicitaire, on peut vraiment le maîtriser totalement puisqu'on ne paye que au clic. Google ne facture que les gens qui cliquent sur les annonces, donc l'affichage est gratuit. Donc on peut travailler aussi un petit peu la notoriété via cet affichage-là. Et donc, on peut vraiment maîtriser la rentabilité de ces opérations-là. Et dans la slide d'après, je vous montre ça comment. Et du coup, on peut aussi moduler les budgets en fonction de vos besoins. C'est-à-dire que si vous partez en vacances, évidemment, on va couper les campagnes. On ne va pas vous générer des contacts pendant que vous êtes à la plage ou du coup en congé. Même chose si vous avez un carnet de commandes qui déborde et que vous ne pouvez plus prendre de nouveaux chantiers. Et bien pareil, on va soit réduire, soit couper les campagnes. Ou à l'inverse, si vous avez un nouveau commercial qui arrive et que vous avez besoin de l'alimenter en contact, ben là, on va pouvoir mettre un coup de boost sur les campagnes. Et pareil, si vous ouvrez un nouveau point de vente. Donc, c'est vraiment assez modulable et c'est ce qui en fait sa force. Alors, les 3 clés pour y arriver, pour réussir ces campagnes de référencement payant, c'est le petit secret, c'est de renvoyer les internautes vers une page optimisée. On va le voir plus tard. Et Laurent l'évoquait tout à l'heure, le site, il ne faut pas qu'il soit bricolé parce que là, on va payer du trafic pour le faire venir sur votre site ou sur une page optimisée. Et donc, il faut que la page, elle soit vraiment performante parce que là, sinon, on va gaspiller du budget publicitaire. Je ne vais pas rentrer dans le détail du score de qualité parce que c'est un peu technique. Mais en gros, les Google AdWords, donc le référencement payant, c'est un système d'enchères. C'est-à-dire que c'est celui qui est prêt à payer plus cher le clic qui est normalement affiché en premier. Sauf que, en fait, il y a un score de qualité qui nous permet en fait de venir pondérer ça. Et si on travaille bien ce score de qualité-là, on peut payer moins cher le clic et être quand même affiché devant. C'est Google qui récompense la pertinence en fait des annonces et de la page de destination versus le mot-clé qui est tapé par l'internaute. Et donc ça, c'est un vrai axe d'optimisation qui nous permet, en fait, même quand on a un budget moins conséquent qu'un gros faiseur, bah, si on travaille ça de manière un peu maligne, bah, on peut quand même être affiché devant. Et du coup, après, l'autre idée, c'est d'utiliser toutes les options pour maximiser la visibilité. Il y a plein d'options qui peuvent être activées dans Google Ads. C'est des options qui sont gratuites. Il faut juste savoir les activer et quand les activer. Et vous voyez ici, par exemple, vous voyez qu'il y a volet et devis gratuits. Ça, c'est des extensions d'annonces. Ça s'appelle des extensions d'annonces. Et donc, ça permet de gagner de la place, de la visibilité et de pousser un peu les concurrents vers le bas. Alors, comment on peut piloter ces liens sponsorisés? Je vous ai pris un exemple sur le marché du poêle pour vous expliquer comment vous pouvez aller chercher de la rentabilité. Donc, un
le coût par contact constaté sur le marché, il est environ de 40 € sur ce secteur d'activité-là. Donc, c'est une moyenne grosse masse France, hein. Et ça dépend évidemment de votre zone de chalandise, de la notoriété de votre marque, etc., de vos concurrents sur la zone. Voilà. Donc, ça veut dire que si on dépense 700 € par mois, on obtient donc en moyenne 15 contacts. 700 divisé par 40, ça fait 15 contacts. Et en général, il faut à nos clients entre 7 et 9 contacts pour faire une vente. Ça peut être un peu moins, ça peut être un peu plus. Mais voilà, il vous faut en moyenne entre 7 et 9 contacts pour faire une vente. Et donc, ça veut dire qu'on peut faire 2 ventes en plus par mois avec ce budget de 700 €. Et donc, avec un panier moyen qui tourne entre 3 et 4 000 € sur cette verticale métier, ça fait du coup un chiffre d'affaires entre 6 et 8 000 € par mois pour un investissement de 700 €. Donc, ce que ça veut dire, c'est que pour 1 € investi, ça rapporte entre 8 et 11 €. Et donc là, la question qu'il faut que vous vous posiez, c'est comment vous pouvez arriver à faire ce genre de calcul pour voir sur votre activité comment ça peut fonctionner. Donc ça, c'est pour le référencement payant. Et le référencement payant, donc je vous l'ai dit, c'est la façon la plus rapide d'arriver en première page de Google, mais elle marche d'autant mieux quand elle est couplée avec le référencement local. Et je vais laisser Robin, du coup, le présenter. Merci, merci Yann. Le référencement local, comme je vous le disais en début de présentation, c'est globalement tout ce qui tourne autour de votre fiche Google My Business. Et je suis sûr que parmi vous aujourd'hui, la plupart disposent d'une fiche Google My Business. En revanche, je serais curieux de savoir qui parmi vous sont ceux qui génèrent à peu près 50% de leur chiffre d'affaires grâce à cette fiche. En la travaillant bien, c'est à ce niveau de performance qu'on peut s'attendre. Donc typiquement, nous, ce qu'on a fait pour aider les professionnels du bâtiment à capitaliser sur cette fiche Google My Business, c'est de se mettre en partenariat avec Google pour créer une solution qui va optimiser son référencement, vous faire ressortir plus souvent quand un internaute qui est dans un rayon de 30 km autour de chez vous recherche vos prestations. Ça, vous pouvez également le faire à la main. Alors comment ça marche ? D'abord, la première étape, c'est de diffuser et mettre à jour vos informations sur le maximum d'annuaires qu'il y a en ligne. Pourquoi? Donc les différents annuaires en ligne, ça peut être les pages jaunes, ça peut être Waze, qui est un type d'annuaire qui est géolocalisé. Et en fait, pourquoi? C'est parce que les petits robots de Google, ils vont venir analyser toutes les informations au sujet de votre entreprise sur les différentes sources qu'ils vont trouver sur le web et se dire, OK, ça c'est une entreprise qualitative parce qu'elle a toutes ces informations qui sont très consistantes, donc qui sont les mêmes sur un grand nombre de plateformes. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est évidemment augmenter votre nombre d'avis et le nombre de photos. Ça, c'est le deuxième critère qui est utilisé par Google pour référencer votre fiche Google My Business. Ça va être le nombre d'avis, la qualité des avis et le nombre de photos. Pourquoi? Parce que plus il y a de contenu, plus il y a de retours de clients, plus Google estime que votre entreprise est une entreprise qualitative. La troisième chose, et ça, il y en a peut-être un petit peu moins d'entre vous qui les utilisent, c'est ce qu'on appelle les Google Posts, à travers lesquels vous pouvez mettre en avant vos offres, vos produits, également votre savoir-faire pour convaincre vos prospects que vous êtes le meilleur chauffagiste, le meilleur menuisier, le meilleur peintre, le meilleur plombier, climaticien, isolateur, je pense à tout Laurent, autour de chez vous. Et en fait, quand vous aurez combiné véritablement, bien optimisé ces trois parties-là, là, vous serez sûr que vous serez devant vos concurrents lorsqu'un particulier autour de votre zone de chalandise recherchera vos prestations. Chez les professionnels qu'on accompagne, c'est entre 30 et 50% des gens qui les contactent, qui viennent de leur fiche Google My Business. Et donc, c'est là où les choses sont aussi bien faites, Robin, c'est qu'en optimisant pour Google, on optimise aussi du coup pour l'utilisateur. C'est que s'il y a plus de 100 avis et plus de 100 photos, ça vient jouer un rôle de réassurance auprès de vos prospects. Ils disent, tiens, c'est une entreprise sérieuse, les avis sont récents, il y en a beaucoup, ils sont bons. Donc, je peux tout à fait aller les contacter. Je suis rassuré sur le sérieux de la boîte, quoi.
Tout à fait. Et outre cette synergie dont parle Yann, le référencement local est aussi quelque chose qui n'est pas trop chronophage, donc qui peut rapidement être déployé, tout comme Google Ads, et qui ne demande pas de capacités techniques qui sont au-dessus de la moyenne. Donc c'est, je pense, la stratégie court-termiste la meilleure, combinée avec du référencement payant. C'est ça. Et finalement, qui dit référencement payant dit forcément une enveloppe budgétaire à mettre sur la table, finalement, alors qu'au niveau du référencement local, c'est tout à fait gratuit, en fait, hein. Donc, chacun vraiment est libre d'administrer cette fiche-là tout à fait gratuitement. Totalement. C'est ça. Et donc, on va passer au référencement naturel, qui est du coup le troisième type de référencement. Celui-là, il est plus volumétrique et on veut qu'il soit le plus volumétrique et ça va être le plus rentable dans le sens où on ne paye pas à chaque clic, contrairement au référencement payant. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Il est aussi pérenne dans le temps parce que je vous l'ai dit, l'avantage du référencement payant, c'est que on paye, on est diffusé et du coup, on génère des contacts. Mais si on arrête d'investir, on n'est plus visible et donc on n'a plus de contact de cette source-là. Donc ça en fait une faiblesse pour ce levier-là. Alors que pour le référencement naturel, il y a une notion de pérennité dans le temps qui peut être intéressante. La contrepartie, c'est que contrairement au référencement payant et au référencement local, ça met du temps à donner sa pleine mesure. On parle alors ça dépend de la concurrence sur la zone, etc., mais entre 6 à 10 mois pour que les résultats commencent vraiment à être probants. Ça va monter progressivement, mais au bout de 6 à 10 mois, on commence à avoir des choses intéressantes qui se passent. Les 3 clés pour y arriver, c'est d'avoir un site optimisé pour les robots de Google. Donc ça, c'est la partie technique. Donc on veut que les robots de Google se sentent comme des poissons dans l'eau sur votre site. Donc là, il y a des choses à faire. L'autre pilier, c'est d'avoir du contenu qui nous aide à remonter sur les mots-clés ciblés. Les robots de Google, ils sont très intelligents, mais au final, ils n'arrivent à lire que les contenus, du contenu texte pour le moment. Donc, c'est important d'avoir du contenu mis à jour régulièrement et optimisé. Et ensuite, le troisième pilier du référencement naturel, c'est ce qu'on appelle le profil de lien externe. Donc, ce sont les liens faits par des sites externes à votre propre site et qui pointent vers votre site. Et donc ça joue un peu le rôle si je vulgarise, ça joue le rôle de bouche à oreille de votre site. C'est-à-dire que Google se dit, tiens, il y a plein de sites qui parlent du site de Laurent, par exemple, les couvreurs occitans. C'est que du coup, ce site-là a l'air sérieux puisqu'il y a plein d'autres sites qui en parlent. Et donc ça, il y a des techniques pour optimiser tout ça. Là, pour le coup, Laurent disait tout à l'heure qu'il ne faut pas devenir expert en référencement naturel, il faut juste comprendre comment ça marche et comment on peut l'activer. Pour le coup, ça, c'est vraiment un travail un peu technique, donc qui prend du temps et qui, du coup, dans la stratégie, doit venir dans un second temps, au second rideau, pour justement aller chercher de la pérennité et de la rentabilité sur le dispositif. Du coup, là, l'idée, c'est qu'on vous a montré comment être visible sur la première page. Mais vous avez vu sur la première page, vous avez aussi des concurrents. Et donc, l'idée, c'est comment faire pour être choisi. Eh bien, je vais tenter d'apporter une réponse à cette question et je ne saurais prôner votre réputation pour être choisi. Comme le disait Laurent en début de présentation, c'est d'une part quelque chose qui est activable relativement facilement, même si ça paraît beaucoup plus facile que ça ne l'est réellement. Et surtout, c'est une stratégie de long terme. Donc la première chose, c'est de vous dire, osez solliciter vos clients pour leur demander de mettre des témoignages à votre égard. J'échange avec pas mal de professionnels de l'amélioration d'habitat et très rares sont ceux qui me disent oui, spontanément, je demande à mes clients de laisser des avis. Il n'y a pas de problème.
il n'y a pas de problème à demander des avis. Donc, la première chose, vraiment, c'est de vous pousser à oser parce que, on l'a vu aussi, 88% des consommateurs, ils se fient à ces avis-là et le bâtiment n'est pas épargné. Euh, En plus, on a un problème, nous, dans le BTP, c'est qu'un client qui est content, il va vous le dire. Parfois, il va l'écrire très rarement. Alors qu'un client qui est mécontent, il va vous le dire parfois, et il va l'écrire très souvent. Le résultat, c'est que vous pouvez vite vous retrouver avec une proportion très importante d'avis qui sont mitigés. Et là, pour le coup, ça peut être vraiment destructeur, même sur le long terme, pour votre business. Nous, chez Hello Travaux, on considère qu'un bon taux de récolte d'avis, c'est d'être capable de récolter 7 avis tous les 10 clients. Et si vous avez une méthodologie qui vous permet justement de récolter 7 avis tous les 10 clients, vous allez voir qu'au fur et à mesure, les avis vont monter très rapidement. Bon, évidemment, si vous êtes CMiste, un peu moins rapidement que pour des chantiers qui sont un peu moins chronophages. Mais surtout, c'est une stratégie qui va vraiment payer sur le long terme parce que ça rapportera de la visibilité des clients sur le long terme et sur le court terme, comme le disait tout à l'heure Yann, quelqu'un qui vient via une publicité, il va venir sur votre site, éventuellement demander un devis, mais forcément à un moment donné dans le processus d'achat, il va aller consulter vos avis pour se rassurer à votre sujet et faire le choix de travailler avec vous. Le but également avec ces avis-là, c'est de les optimiser. Les optimiser, c'est quoi? C'est proposer aux gens d'ajouter des photos ou des vidéos pour aider vos futurs prospects à se projeter avec vous. Ensuite, et là, il y a un petit travail qui requiert un petit peu de connaissances techniques, c'est de optimiser les réponses à ces avis. Donc répondez aux gens que les gens soient satisfaits ou non. Profitez-en pour remercier ou pour indiquer que vous avez traité des demandes si besoin en SAV. Et également profitez-en pour caler quelques mots-clés à votre sujet, quelques mots-clés au sujet de produits que vous pourriez poser ou au sujet de zones sur lesquelles vous opérez. D'une part, afin de donner un petit peu de contenu au robot de Google évidemment, et également dans le but d'aider la personne qui va consulter les avis à se projeter. Typiquement, moi je suis de Rouen. Si je vois que la personne qui a mis l'avis est une personne de Rouen, indéniablement, j'aurais quand même plus envie de travailler avec ce professionnel qui connaît la zone où je suis et qui est du coin où je suis également. Ça, c'est parce que vous êtes chauvin, les Normands, c'est pour ça. Pas faux. Pas faux, on est très chauvin. Mais je suis sûr que les Vendéens sont pareils, et Yann. Donc tout simplement, si vous voulez en fait que vos efforts marketing et commerciaux soient décuplés grâce à votre visibilité, eh bien travaillez en parallèle votre réputation. Ouais, ça c'est vraiment super important, d'autant que ces avis-là, ils vont venir jouer ce que Laurent tout à l'heure nous l'a expliqué et ce qu'on peut résumer en le rôle de cercle vertueux. C'est-à-dire que plus vous allez avoir des avis positifs, et ben, par exemple, dans les publicités payantes, le référencement payant, on va pouvoir utiliser les petites étoiles là, que vous voyez entourées. Donc, ça va venir encore doper votre collègue de lead via ça. On peut aussi utiliser les avis sur le site web. Donc, ça va aussi doper ça. Et donc, tout ça, ça va créer un cercle vertueux. Vous allez avoir plus de clients grâce aux avis, donc plus d'avis grâce à ces clients-là, et ça va vraiment créer un cercle vertueux. Et c'est ça qu'on veut créer pour vous. Petite anecdote, c'est vrai qu'en préparant ce webinaire avec Yann et Robin, on discutait un peu chacun de quelques mésaventures, chacun de notre côté au niveau de notre habitation. Et on se demandait finalement comment chacun avait pu trouver l'artisan qui collait le mieux à leurs besoins. Et c'est vrai qu'on a tous eu tendance à se diriger en fait vers un artisan qui bénéficiait de bons avis et en nombre aussi surtout. Donc c'est vraiment aujourd'hui un critère de décision majeur, que ce soit dans le bâtiment ou dans d'autres secteurs d'ailleurs. Hein. Donc vraiment les efforts à mener sur ce sujet-là sont vraiment super importants.
Je rebondis même sur ça quand tu parles d'autres secteurs, Vivien. Il y a Amazon qui publiait une étude sur les produits les plus vendus. Et le premier critère que regardent les gens, c'est le nombre d'avis. Alors, les gens ne consultent même pas en fait les avis Amazon, mais simplement au moment de faire le choix d'un produit, ils regardent juste le nombre d'avis. Parce que pour eux, bah, plus il y a d'avis, plus il y a de gens qui ont acheté le produit. Ça veut dire que, que du coup, on a tendance au mimétisme dans le processus d'achat. Et si beaucoup de gens ont acheté ce produit-là, bah, c'est que le produit est de bonne qualité. C'est ça. Là, finalement, ce qu'on peut voir, c'est OK, on est en place sur Google, on a réussi à capter des visiteurs et notamment grâce à notre bonne réputation. Et finalement, et après, qu'est-ce qu'on fait de ces visiteurs-là en fait? Yann, est-ce que tu pourrais nous aider à savoir si notre site est performant d'un point de vue business, donc d'un point de vue conversion? Ouais, c'est ça, c'est ce que je disais tout à l'heure. Le plus important, une fois qu'on a capté ce visiteur, c'est de le placer au cœur de la conception de votre site web pour avoir un résultat qui est avant tout fonctionnel et ensuite esthétique. Moi, j'adore cette image-là. C'est que voilà, il y a les beaux designers de Square Public qui ont dit qu'il fallait faire un angle droit pour tourner, et les utilisateurs ils disent non, non, moi je vais tout droit. Je prends un raccourci. Et donc en fait, c'est ce qu'il faut faire aussi sur le site web. Il faut vraiment faciliter la vie de l'utilisateur. Et ça, c'est super important de mettre ça en place. Et donc, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que les campagnes de référencement payant, on va essayer au maximum de les renvoyer vers ce qu'on appelle une landing page, une page d'atterrissage, donc qui est une page en fait à côté de votre site et sur lequel on va du coup renvoyer le trafic et essayer de capter au maximum de contacts. Et donc là, les avantages de faire ça, c'est qu'on va, parce qu'elle est super bien optimisée pour la transformation, on va augmenter le nombre de contacts et donc on va augmenter votre chiffre d'affaires à ISO budget. C'est-à-dire que sur 100 visiteurs dont on aura payé le clic pour les faire venir sur la page, si on arrive à en convertir non plus 1%, mais peut-être 2 ou 3 ou 5%, eh ben, mécaniquement, vous allez faire 2 fois, 3 fois ou 5 fois plus de chiffre d'affaires sans avoir dépensé plus, en ayant dépensé autant en publicité payante. Il faut que du coup la page d'atterrissage soit 100% pensée conversion pour bien qualifier les leads et que du coup les leads soient compétitifs, les moins chers possibles. Et le gros avantage de ces pages-là, c'est qu'elles sont déployables facilement et rapidement. On a entendu Laurent tout à l'heure nous dire qu'il avait commencé avec un site qui était bricolé. Alors c'est bien, ça crée une présence digitale. Maintenant, quand on passe l'étape d'après et qu'on achète du trafic payant, on ne peut pas se permettre d'avoir un site bricolé. Et donc, nous, on déploie des landing pages pour nos clients parce qu'on les déploie rapidement. En 3 semaines, on peut être en ligne, alors qu'un site web, ça prend plutôt entre 3 et 6 mois à faire. Et donc, les 3 clés pour y arriver, c'est qu'il faut que la page soit optimisée 100% pour le mobile. Ça, c'est un point qui est super important dans le parcours utilisateur, c'est que maintenant, le trafic Internet, alors je dis maintenant, mais ça fait déjà en fait depuis juin 2017, qu'il y a plus de trafic mobile, donc mobile et tablette versus ordinateur en France. Et donc en fait, on est tous pareils hein, quand maintenant on utilise nos téléphones, hein, nos smartphones pour consulter pour consulter Internet. Et donc il faut absolument que la page soit optimisée pour le mobile. Ensuite, une des clés, alors c'est un peu bizarre d'utiliser ce mot-là en ce moment, mais c'est ce qu'on appelle mettre en quarantaine l'internaute. C'est-à-dire que sur la page d'atterrissage, on veut ne lui laisser quasiment aucun autre choix que de remplir le formulaire de contact. Et ça, on peut se permettre parce que du coup, on sait, comme on a ciblé les mots-clés spécifiques sur lesquels on a voulu être affiché, on sait que la personne, elle est suffisamment motivée pour remplir le formulaire de contact. Donc, on peut le mettre en quarantaine et lui dire maintenant, vas-y, il faut que tu remplisses le formulaire de contact. Donc ça, c'est super important. Et du coup, il faut que la communication soit adaptée à vos cibles et à vos campagnes de référencement payant. Il faut que, je vous parlais tout à l'heure de score de qualité, il faut que la page de destination permette d'avoir un bon score de qualité pour les campagnes et donc de payer moins cher les clics pour être quand même affiché devant vos concurrents. Donc ça fait vraiment partie des bonnes pratiques
de renvoyer du trafic payant sur ces landing pages-là. Je rebondis simplement sur ce que tu disais, Yann, par rapport à l'exigence du mobile. Je peux simplement vous partager, nous, à quelques jours près, je fête mes 2 ans chez Eldo Travaux et aujourd'hui, on a 100 000 particuliers qui viennent tous les mois sur notre site pour se renseigner auprès d'artisans. Il y a 2 ans, on en avait 30 000. Parmi ces 30 000 personnes-là, quand je suis arrivé chez Eldo Travaux, il y a 60% du trafic qui venait des desktops, donc des ordinateurs, et donc 40% depuis mobile. Et ben aujourd'hui, la tendance est inversée. En 2 ans, on est passé à 60% de trafic sur notre site via les mobile devices, donc via les smartphones ou les tablettes. Et je regardais encore les chiffres là au début du mois de mars. J'ai pas vraiment l'impression que la tendance soit en train de s'inverser. Non, c'est sûr que ça ne s'inversera pas. Et il y a même des gens qui prédisent la fin des ordinateurs. C'est-à-dire que nos téléphones sont tellement intelligents et tellement utilisables facilement que on peut s'en passer en fait. On peut s'en passer. D'ailleurs, si vous avez des ados, alors moi, c'est pas encore notre cas à tous les trois, parce qu'on en parlait, on a des jeunes enfants qui nous empêchent parfois de dormir, mais voilà. Mais si vous avez des ados, moi je vois, mais j'ai deux cousins qui ont 14 et 16 ans, ils n'ont pas d'ordinateur. Ils sont vraiment que avec leur téléphone. Donc c'est pas des gamers, c'est un cas à part. Mais voilà, ça pour dire que c'est vraiment super important cette partie mobile et ça doit être prépondérant dans votre stratégie digitale. Nous, on a des clients pour qui on leur interdit d'aller sur leur site sur ordinateur parce que leur part de trafic mobile est à plus de 90%. Donc, c'est des secteurs un peu spécifiques, mais ce n'est pas des cas isolés. Et effectivement, ça ne va pas s'arrêter comme ça. Merci. On va voir finalement qu'il n'y a pas que Google dans la vie. C'est ça. Là, on vous a présenté des outils qu'on peut activer sur Google. Mais effectivement, la consommation Internet ne se fait pas que sur Google. Et donc, un autre petit quiz. À votre avis, combien passe-t-on de temps chaque jour en moyenne sur les réseaux sociaux? Est-ce que c'est 10 minutes? Est-ce que c'est 59 minutes? Est-ce que c'est 1h42? Donc là, c'est toute la population française. Il y en a certains qui vont se sentir mal. Pardon, okay, je vais passer à la slide. Donc, on a du 1h42 pour Mallory. On reste sur 1h42. Ok, effectivement, on va donner la réponse. C'est bien 1h42. Donc, les réseaux sociaux sont aussi un lieu, en fait, où les internautes français passent du temps. Et du coup, l'idée, c'est de se poser la question sur quel réseau? Parce qu'il y en a beaucoup des réseaux. Finalement, en effet, Yann, on peut voir que la palette des réseaux sociaux aujourd'hui, elle est quand même très très large. Donc, on a pas mal de possibilités. Et finalement, ce qui ressort ici, notamment dans ce graphique, ce sont Facebook et Instagram. Alors, on aurait également YouTube. Je vais le mettre un peu de côté parce que YouTube, finalement, on est sur de la vidéo. Qui dit vidéo dit conception, construction, création. Ça va vous demander aussi peut-être du temps. Donc, si vous avez les moyens de le faire, très bien. C'est un plus, on va dire. En tout cas, les réseaux aujourd'hui où on trouve le nombre d'utilisateurs en plus grand nombre finalement et où se trouvent surtout, parce que ça c'est super important, vos cibles, ce sont donc Facebook et donc Instagram. C'est ça. Alors, Diane, on a plusieurs adhérents, nous, là, au niveau de Synertiel, qui ont ouvert notamment une page Facebook. Et finalement, leur remarque, ils se plaignent un peu de ne pas avoir de résultats. Et est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi, du coup? Oui, vous allez voir, c'est assez simple à comprendre. Donc, sur Facebook, il y a ce qu'on appelle les pages entreprises. Et en fait, il y a beaucoup de pages entreprises et beaucoup d'annonceurs qui veulent que leur poste soit vu par les utilisateurs. Sauf que le fil d'actualité des utilisateurs, il n'est pas extensible
on passe 1h42 sur les réseaux sociaux, mais on n'y passe pas non plus 24 heures ou 20 heures par jour. Et donc, Facebook est obligé de choisir en fait les posts qu'il va vous montrer sur votre fil d'actualité. Et pour faire ça, parce que l'intérêt de Facebook, c'est que vous restiez le plus longtemps possible sur la plateforme Facebook. Donc, pour faire ça, il va essayer de vous montrer des choses qui vous intéressent. Et donc, pour sélectionner les posts qu'il va vous montrer, alors déjà, il favorise les posts de vos amis et de votre famille. Ça, c'est un premier point. Donc, il surpondère ces posts-là. Et ensuite, les posts d'entreprise, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre 5% de vos fans et il va leur montrer la publication. Si ces 5%-là interagissent, s'ils cliquent, s'ils likent, s'ils commentent, eh ben, il va augmenter ce qu'on appelle la portée organique. Il va montrer ça peut-être à 10% de vos fans. Et puis, si ça continue, l'engagement, il va continuer à augmenter comme ça. Et donc, en fait, ça vous explique pourquoi quand vous faites un post organique, en fait, il est montré à très, très peu de votre base fan. Et donc, pour que c'est un vrai impact, il faudrait que vous ayez une énorme base fan sur Facebook pour que vous puissiez le montrer à pas mal de personnes. Et l'autre inconvénient des posts organiques, c'est que donc c'est montré à vos fans. Sauf que dans vos métiers, vous, ce que vous cherchez, c'est plutôt des prospects. Et pas forcément. Et en fait, les fans, c'est des gens qui vous connaissent déjà. C'est soit déjà des clients que vous pouvez toucher par un autre moyen, du coup, soit c'est vos employés, vos amis, votre famille qui a donné un coup de pouce au démarrage de la page Facebook. Et donc, en fait, effectivement, ça ne m'étonne pas que vous ayez pas mal d'adhérents qui s'escriment à faire des choses sur Facebook, ce qu'on appelle du coup en organique, et qui, du coup, ont peu de résultats en contact, parce que, ce n'est pas les bonnes personnes qui voient les posts, et en plus, il n'y en a pas beaucoup qui les voient. Si je reprends ce que tu dis et si on repart de ces 5% là que tu nous annonçais, finalement, ça voudrait dire que pour un artisan, donc peu importe le secteur, qui aurait donc finalement une communauté de 1000 personnes, ce qui est déjà pas mal, ça commence à être intéressant. Finalement, parmi ces 1000 personnes, quand cette personne-là publiera des choses, on n'en aura que 50 qui verront dans leur fil d'actualité cette publication donnée. Donc en effet, c'est vraiment un chiffre très faible. Et c'est aujourd'hui comme ça que fonctionne l'algorithme entre guillemets de Facebook. Et c'est pour ça qu'il est quasiment nécessaire en tant qu'entreprise ou en tant que marque d'avoir un budget en fait pour nous permettre d'être davantage visible sur ce réseau. C'est ça. Alors désolé, il y a un petit souci dans la slide. On voulait vous mettre un exemple avec un client Habitat, mais c'est pas grave, on va le faire comme ça. Effectivement, le raccourci payant, alors dans les deux sens du terme, payant, c'est que c'est le raccourci qui marche, mais c'est un raccourci qui nécessite un budget. C'est ce qu'on appelle les Facebook Ads. Et du coup, là, ça vous permet effectivement d'être visible tout de suite sur Facebook. Comme pour les Google Ads, on peut géolocaliser pour avoir des annonces dans votre zone de chalandise et des possibilités de ciblage assez puissantes. C'est-à-dire qu'on va pouvoir aller, par exemple, cibler des clients, des internautes similaires à vos clients, en faisant le pari de se dire que si vos clients si on trouve des gens qui ressemblent à vos clients, ils auront aussi les mêmes besoins et les mêmes envies, et donc potentiellement, ils seront aussi futurs clients chez vous. Les formats publicitaires peuvent être aussi très créatifs, et donc ça, c'est super intéressant. On parlait tout à l'heure de vidéos sur YouTube, on peut aussi en faire sur Facebook, mais une simple image peut aussi faire le job. On peut mettre en place des carousels, faire vraiment des choses assez intéressante de la manière créative. Et il y a une possibilité, et donc c'est ça que j'ai voulu vous illustrer sur la slide, mais que je n'ai pas mis la bonne illustration, c'est de la possibilité de générer des contacts sans site web. C'est-à-dire qu'on crée un formulaire de contact au sein de Facebook, et donc l'internaute prend contact avec vous, mais sans passer par votre site web. Et donc ça, c'est encore plus rapide et encore plus performant que la landing page. C'est-à-dire qu'on ne fait pas sortir les gens de Facebook. Donc ça, c'est super intéressant. Et les 3 clés pour y arriver, il faut absolument travailler votre ciblage. Parce que, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, sur les Google Ads, on parle d'intentionnistes. C'est des gens qui sont en phase de recherche. Là, sur Facebook, ils sont en train de regarder les posts des copains, de la cousine et
et de leur club de foot, ils ne sont pas forcément en recherche de vos produits. Donc, on va en fait leur pousser une publicité. Et donc, pour ça, il faut que ce soit bien optimisé, qu'on pousse la publicité aux bonnes personnes. Ensuite, on l'a vu, c'est l'impact des images et des vidéos qui va faire le succès d'une publicité. Et donc, il faut que les images soient de qualité, les vidéos soient aussi de bonne qualité, même si on n'est pas sur des spots télé, hein, ce n'est pas les mêmes usages. Par contre, il faudra penser à les renouveler régulièrement, puisqu'en fait, on développe assez rapidement de ce qu'on appelle de l'aveuglement publicitaire, où en fait, notre cerveau arrive à se dire, bah, tiens, cette pub-là, j'ai déjà vue, et du coup, elle ne m'intéresse plus, quoi. Donc, il faut renouveler les images régulièrement pour avoir toujours cet impact-là. Et aussi bien qualifier les contacts via les formulaires dont je vous parlais tout à l'heure, pour en fait ne pas faire perdre de temps à vos commerciaux, parce que c'est tellement facile de générer un formulaire de contact que le danger, c'est de se retrouver avec des gens qui sont pas très avancés dans leur projet. Et nous, quand on l'a lancé sur des clients il y a, je pense, 3 ou 4 ans maintenant, ces publicités-là, bah, les premiers tests qu'on a fait, on a un peu inondé les commerciaux parce que ça marchait vraiment super bien. Sauf que bah, les projets n'étaient pas suffisamment matures et donc les commerciaux rappelaient, et puis c'était pas, la transformation finale n'était pas super performante. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a retravaillé les formulaires pour qualifier encore plus les besoins, pour que les commerciaux du coup n'aient que des leads qualifiés et à projet. Voilà, donc ça c'est un des outils que vous pouvez aussi activer, le Facebook Ads. Et donc, comment finalement commencer là, tout de suite, rapidement? On va essayer de faire rapide, nous aussi, de notre côté. Il nous reste 10 minutes, donc on va essayer de se garder un peu de temps pour les questions-réponses. Ouais. Est-ce que tu veux présenter la première étape, Ouais, Robin? bien sûr. Bon, de toute façon, je vais simplement répéter ce qu'on a déjà dit jusqu'ici. C'est que pour faire ça très rapidement, la solution miracle, c'est la combinaison du référencement payant et du référencement local. Pourquoi? Parce que c'est très rapide pour avoir des résultats. C'est prévisible, comme Yann l'a montré, la partie publicitaire, c'est prévisible. Donc, c'est plus simple pour le gérant d'une entreprise de faire une décision, de prendre une décision lorsqu'on a vraiment une vision précise de ce que ça va nous rapporter. Alors que des investissements un peu plus long terme, comme les réputations et le référencement naturel, viendront dans un second temps. C'est ça. Donc effectivement, la première étape, c'est le référencement payant, le référencement local, couplé, si possible, avec une landing page optimisée pour doper la demande de contact. Et la deuxième étape, ce serait de travailler les leviers plus long terme, donc les réputations, le référencement naturel et pourquoi pas la stratégie Facebook, pour du coup non plus simplement être visible sur le net, mais devenir incontournable, puisque du coup, on va venir préempter tous les emplacements possibles où l'internaute peut faire ses recherches. On a fait vite, Vivien, sur cette partie-là. Ouais, très très bien. Bon job. Merci pour vos lumières du coup sur ces différents sujets. Il va nous rester un petit peu plus de 5 minutes pour pouvoir donc prendre le temps de répondre à vos différentes questions. Donc je vous le répète, n'hésitez pas. Vous avez le petit onglet en bas de l'écran, donc Q&R, qui vous permet de poser vos différentes interrogations. Donc allez-y, ne soyez pas timide. En attendant, on a vu passer une petite remarque, je crois, Robin, quand tu parlais des avis. De Chapaz. En fait, voilà, de Chapaz, qui en fait, malheureusement, tous les clients ne jouent pas le jeu. Est-ce que toi, tu aurais des clés là ou quelques leviers activés finalement facilement qui peuvent permettre du coup à nos adhérents, aux artisans de récupérer les avis de leurs clients? La menace, les menacer. Non, évidemment, je rigole. Non, il y a des. Alors, déjà, faut quand même savoir quelque chose au niveau des avis Google. Ne tentez pas de mettre en place des actions pour monnayer la collecte d'avis parce que vous allez être blacklisté par Google. Donc là, plutôt que de récolter des avis massivement, vous allez carrément même plus avoir de visibilité avec Google. Alors, on a vu effectivement, il n'y a pas que Google dans la vie, mais Google, en termes de moteur de recherche, c'est 90% des recherches à votre sujet. Donc, ne jouez pas à ça.
En revanche, parmi tous les partenaires avec qui on travaille, il y en a plein qui nous partagent des petits hacks, des petits conseils pour générer pour collecter des avis. Et il y en a un que je trouve très bien, c'est tout simplement en fin de chantier, après avoir laissé l'endroit du chantier tout clean, un petit mot manuscrit en disant qu'on a pris plaisir à travailler chez ce particulier et que ça nous ferait plaisir également en retour d'avoir un avis à son sujet. C'est une pratique qui, au sein de cette entreprise, ils font à chaque fois sur chacun des chantiers. Et je pense que vraiment le nerf de la guerre pour vous, c'est de systématiser cette collecte d'avis. Que ça ne dépende pas simplement d'un commercial ou d'une personne au sein de l'entreprise qui le fait quand il y pense, quand il a le temps, mais il faut que ce soit ancré dans tout le processus de réalisation des travaux et que ce soit quelque chose de systématique. Et le fait de le matérialiser par un petit morceau de papier, non seulement chez le particulier va être content d'avoir un petit mot, en fin de chantier de la part des personnes qui sont venues pour effectuer le chantier, et ça permet en fait d'ancrer ce petit bout de papier, ce process de récolte d'avis dans tout le processus pour effectuer les travaux. Ça, c'est de considérer le chantier terminé quand on a récupéré l'avis, finalement. Parce que du coup, Exactement. après, il y a un système de relance. Enfin, il faut vraiment essayer de faire ça de manière proactive, parce qu'effectivement, le particulier, ça va lui demander un effort. Donc, il faut qu'on arrive à le stimuler positivement pour qu'il fasse cet effort qui n'est pas un gros effort, mais qui est quand même un effort. Et en tant qu'être humain, on n'aime pas ça, faire des efforts. Donc, j'ai même un petit truc qui me vient en tête, c'est que parfois dans certains maintenant showrooms d'artisans dans lesquels j'ai pu me rendre, certains affichent leurs avis de manière très très visible. Donc ça signifie que finalement, ces avis-là leur servent pour toute la partie visibilité web, mais on peut également s'en resservir derrière de manière un petit peu plus physique, on va dire. Et donc, ne pas hésiter peut-être à les afficher si vous bénéficiez en effet d'un showroom pour que lorsque vos clients se rendent en boutique, ils puissent du coup tomber là-dessus et donc avoir encore davantage confiance en ce que vous allez leur dire et leur proposer en fait. Ça, c'est un très bon point et je pense que Robin me rejoindra là-dessus. Moi, j'ai un client qui, lui, imprime carrément ses 6 derniers mois d'avis et il les laisse à ses clients, en fait. Il dit, en fait, je ne veux pas vous dire que je suis le meilleur. Regardez, c'est mes clients qui le disent. Comme ça, voilà. Donc, il faut vraiment s'en resservir commercialement. C'est ça, Chapaz, il faut oser. Donc, oser maintenant. Ça va fonctionner. Non, puis sur la partie oser, vraiment, on est habitué maintenant à laisser des avis sur tout et n'importe quoi. Donc, c'est quelque chose qui est ancré maintenant. Donc, on laisse des avis assez facilement. Donc, il faut juste oser le demander, vraiment. N'hésitez pas, s'il nous reste trois petites minutes. Donc, si vous avez d'autres questions, c'est le moment. Ou alors, ça voudra dire que nos experts ont été tout à fait clairs. Merci Chapaz. Pour les plus timides, de toute façon, n'hésitez pas à faire remonter à Vivien si vous avez quelconque question à ce sujet-là et on se fera le plaisir de les traiter en asynchrone. Pas de problème, on reste disponible. N'hésitez pas à nous envoyer, même après coup, vos différentes questions. On prendra le temps de se poser dessus et d'y répondre. Donc, je pense qu'on va pouvoir clôturer là-dessus. Je vous dis un grand merci à tous donc, les adhérents participants. Un grand merci aussi à Yann Robin pour tous ces éclaircissements. Merci également à Laurent qui a pu prendre la parole en début de séance, en début de présentation pour nous partager un petit peu son retour d'expérience. Et donc, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée. Et donc, à très bientôt pour un nouveau webinaire Ciel. Merci à tous. Merci à tous. À bientôt. Au revoir. Bonne journée, au revoir.